Aujourd'hui, la météo prévoit une tempête cataclysmique. Déluge de débris rocheux, suivi d'une montée vertigineuse des températures à plusieurs centaines de degrés. Hyper-ouragan, tsunami d'environ 200 mètres de haut, épais nuages chargés de pluies acides. Voilà le temps qu'il fera lorsqu'un gigantesque rocher de l'espace aura percuté la planète Terre. Il y aurait des débris brûlants qui jailliraient du point d'impact en provoquant des tempêtes de feu. Un scénario qui s'est déjà produit et qui peut se reproduire. Aucun endroit sur Terre ne sera épargné par ce colosse. Une telle collision signifierait la fin de l'humanité. Et maintenant, préparez-vous à affronter la pire catastrophe naturelle qui menace notre planète. Notre système climatique est propre à la Terre. D'autres planètes connaissent des tempêtes qui dépassent l'imagination et subissent des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Mais cela pourrait-il arriver? Et si oui, pourrions-nous survivre à ces périls de l'espace? Los Angeles, en Californie. La journée s'annonce idyllique. Pas un seul nuage à l'horizon. Mais les prévisions tournent rapidement au cauchemar. Des centaines de fois plus rapide qu'une balle de fusil, ce mastodonte fonce à travers l'espace. Il déchire l'atmosphère terrestre et s'écrase au sol. L'énergie dégagée équivaut à 20 millions de tonnes de TNT. La mégapole de Los Angeles est entièrement rayée de la carte. Et l'hécatombe est loin d'être terminée. En quelques secondes, à environ 600 km au nord, une pluie de vapeur brûlante et de débris rocheux s'abat sur San Francisco. Accompagné d'un séisme monstrueux. Une deuxième ville n'est bientôt plus que ruine. Les répercussions de la collision se font sentir dans tous les États-Unis. Des nuages de suie parcourent des milliers de kilomètres et même New York est recouverte de particules noires. Ces événements n'ont pas eu lieu, mais pourraient survenir si la Terre était la cible d'un gros météore, l'un des aléas les plus meurtriers de la météo spatiale. Penser le météore comme un facteur météorologique ou climatique est tout à fait pertinent. Quand on a des pluies incessantes de pierres et de glace, entrecoupées d'averses, ça relève bien du phénomène météo. Pour comprendre cette menace qui plane sur nous, il faut se replonger dans le passé. Les météores font partie des plus redoutables forces de la nature. Durant des milliards d'années, ils ont causé les pires intempéries possibles et les prévisionnistes affirment qu'ils recommenceront tôt ou tard. Aujourd'hui, l'essentiel des vestiges rocheux du système solaire primitif se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Mais parfois, quand l'un d'eux en est éjecté, ils se dirigent alors droit vers la Terre. Dans l'espace, un rocher s'appelle un météoroïde. Mais dès qu'il entre dans l'atmosphère terrestre, il s'échauffe par frottement et se transforme en une boule de feu, le météore. Notre atmosphère, qui joue le rôle d'épaisse couche protectrice, vaporise la plupart des météores. Mais certains parviennent à passer à travers les mailles du filet. Lorsqu'ils tombent sur notre planète, ils prennent le nom de météorites. Et ces mystérieux blocs de roches et de métal peuvent justement bouleverser notre climat. Les météores réchauffent considérablement l'atmosphère en y déposant de la poussière pendant longtemps. À court terme, ils ont donc une incidence très importante sur la météo, mais aussi sur le climat à plus long terme. Depuis la formation du système solaire, la Terre et les autres planètes telluriques ont été bombardées par des millions de corps célestes. Aujourd'hui, moins de 200 cratères d'impact sont encore visibles à la surface du globe. Le vent, la pluie et la neige ont effacé la plupart de ces épisodes violents.
Mais nous pouvons recenser les cratères sur notre voisine, la Lune, pour avoir un aperçu du nombre de chocs subis par la Terre autrefois. La Lune ne possède pas d'atmosphère, ni de climat, ni d'érosion. Il suffit de regarder sa surface pour voir sa cratérisation. Sur Terre, impossible d'oublier que les corps célestes constituent une réelle menace. Au cours des dernières décennies, des cinéastes amateurs les ont même filmés en train de s'écraser. En 1992, une boule de feu a balayé le ciel nocturne pour finir sa course sur une voiture à Peekskill, dans l'État de New York. Et à intervalles de plusieurs siècles, de grosses météorites ou astéroïdes risquent d'entrer en collision avec notre planète et de chambouler notre existence. Les conséquences d'un impact dépendent de la quantité d'énergie dégagée par le météore. Les spécimens très gros, très rapides, très denses en libèrent énormément. L'astronome Michael Michna étudie le potentiel destructeur de différents types de météorites. Il lâche des sphères de densité et diamètre divers afin d'observer les cratères formés dans le sable. Wow, la vache! Allons voir les dégâts de plus près. Voyons voir ça. Ça m'a l'air super. Le cratère de la bille d'acier, très dense, n'est pas beaucoup plus grand que la bille elle-même. Par contre, la boule de bowling laisse une trace conséquente. Le cratère formé est bien plus large que la boule, comme on pouvait s'y attendre. Le diamètre du cratère d'un corps céleste est généralement 10 à 20 fois supérieur à celui de l'élément de frappe. Passons à la plus grosse sphère, le Medicine Ball. Il a fait beaucoup plus de dégâts que les autres. Le cratère a un diamètre nettement supérieur à celui de l'élément de frappe. Et il est aussi bien plus profond, car le Medicine Ball est très très dense. Un corps céleste qui aurait les mêmes caractéristiques et un diamètre entre 1500 et 3000 mètres produirait un cratère suffisamment vaste pour détruire une ville entière. Les rochers venus de l'espace peuvent former un cratère ou raser une ville. Et ils peuvent surtout déclencher un désastre climatique qui dépasse l'imagination. La Terre a toujours connu des catastrophes extrêmes. Ouragans, séismes, tsunamis, incendies de forêt. Mais imaginez qu'elles se produisent tout en même temps aux quatre coins de la planète. Selon les scientifiques, la Terre est percutée tous les 100 millions d'années par un astéroïde capable de semer pareil apocalypse. Sachant que le responsable de l'extinction des dinosaures a frappé il y a 65 millions d'années, de combien de temps disposons-nous encore ? « 65 millions d'années plus tôt, notre planète a reçu un coup fatal. La plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'un astéroïde de la taille de l'Everest a plongé dans l'océan au large de la péninsule du Yucatan, soit l'équivalent d'une bombe de 100 millions de mégatonnes. La pellicule d'eau s'est soulevée et un énorme tsunami a submergé la péninsule sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres le long de la côte. On en a la certitude car des dépôts de fossiles du golfe du Mexique, au large du Texas, contiennent des sédiments provenant de l'intérieur des terres qui ont été charriés jusque-là. Tandis que des vagues meurtrières déferlent sur le rivage, des débris rocheux jaillissent du fond de l'océan. Sous l'impact, propulsés dans l'atmosphère, ils retombent en pluie ardente. La surface de la Terre devient instantanément une véritable fournaise. Un épais nuage de particules et de roches vaporisées envahit l'atmosphère et génère des pluies acides extrêmement toxiques.
Ces rejets sont bourrés de soufre et contribuent à la formation d'aérosols, lesquels réchauffent la haute atmosphère et refroidissent la basse. D'où un changement de climat. On est passé de températures très élevées à un climat qui s'est considérablement refroidi. Surtout, les projections de particules ont bloqué la lumière du soleil et donc empêché la photosynthèse. D'où la rupture de toute la chaîne alimentaire. Ce désastre aux dimensions planétaires a duré plusieurs milliers d'années. En définitive, 75% des espèces de grande taille, dont le dinosaure, ont disparu, bombardées par les roches, brûlées vives ou faute de nourriture. Quel dinosaure dominait l'Amérique du Nord? Les tyrannosaures. Que leur est-il arrivé? Ils ont probablement été carbonisés par l'impact. Si un astéroïde de même taille frappait de nouveau, l'homme risquerait de connaître le sort du T-Rex. Si un tel impact se reproduisait au Yucatan, les ouragans se déchaîneraient sur quasiment 2000 km dans toutes les directions. Des raz-de-marée inonderaient l'ensemble des régions côtières. 2 heures après l'impact dans le Yucatan, et environ 2500 km plus au nord, une pluie incandescente s'abattrait sur la ville de New York. Ces rafales de débris faucheront tout sur leur passage, comme des mitrailleuses. Une première salve qui sera meurtrière. La chaleur intense suffira à embraser journaux et feuilles mortes. Ensuite, le souffle pulvérisera les vitres. Le pont de Brooklyn et d'autres structures anciennes seront endommagées, voire totalement détruites. Et la fureur dévastatrice de l'astéroïde ne s'arrêterait pas là. Des feux de forêt se déclareraient partout. Les pluies acides se généraliseraient. Les températures grimperaient en flèche. Même dans notre monde moderne, un crash pareil risquerait de nous anéantir. Le prochain Armageddon ne devrait pas avoir lieu avant encore 35 millions d'années. Mais ce ne sont que des estimations approximatives. Comme la dernière extinction massive remonte à 65 millions d'années, on pourrait imaginer avoir encore un répit de quelques dizaines de millions d'années. Mais en fait, ces phénomènes n'ont rien de régulier. C'est pourquoi on redoute que l'échéance ne se rapproche dangereusement. Il est fort probable qu'un astéroïde capable de provoquer une extinction massive heurtera de nouveau la Terre. Mais ce sont surtout les milliers de plus petits rochers qui doivent nous inquiéter. Il y a un siècle à peine, notre planète a vécu une rencontre d'un type détonnant. Le 30 juin 1908, une explosion retentit au-dessus de la lointaine forêt sibérienne, sur les bords de la Tunguska. Le souffle infernal rase et carbonise 80 millions d'arbres dans un périmètre vaste comme 3 fois la ville de New York. L'événement de la Tunguska demeure inexpliqué durant des décennies. Aucun cratère, pas le moindre fragment de météorite ne sera retrouvé. Les rumeurs les plus folles circulent, dont une attaque d'extraterrestres. Mais en 1945... l'explosion atomique d'Hiroshima livre enfin de surprenants indices. Les scientifiques découvrent que de petits corps célestes peuvent exploser dans l'atmosphère à l'instar d'une bombe nucléaire. La force est telle qu'ils se désagrègent avant même de s'écraser au sol. Et l'énergie libérée dans l'atmosphère est plus ou moins comparable à celle d'une ogive nucléaire. Les scientifiques sont désormais convaincus qu'un météoroïde, grand comme un demi-terrain de football, est entré dans l'atmosphère au-dessus de la forêt sibérienne. Lui s'est pulvérisé au contact de l'atmosphère. Mais le souffle brûlant, engendré par l'explosion, s'est propagé à travers la toundra. Bilan,
plus de 2500 km² carbonisés. L'onde de choc et le vent produits par un impact éclipsent, si je puis dire, nos plus grosses tempêtes. On ne voit pas de cratères, juste des arbres qui ont été aplatis. Comme si une main géante venue de l'espace s'était abattue sur la forêt en l'écrasant dans toutes les directions. Heureusement, la zone du désastre n'était pas habitée et personne n'a été tué. De mémoire d'homme, l'événement de la Tunguska serait le plus gros impact de météoroïdes connu. Mais si un rocher de même diamètre se désintégrait au-dessus d'une ville, cela sonnerait comme un coup de tonnerre pour les habitants. La radiation infrarouge serait suffisante pour brûler la plupart des objets à la surface du sol. L'onde de choc frapperait une fraction de seconde plus tard. Elle renverserait les bâtiments. Imaginez le météoroïde de la Tunguska qui exploserait au-dessus de San Francisco. Gratte-ciel emblématique de la ville, la pyramide Transamerica possède une large base tronconique ainsi que des poutres contre-vent afin d'assurer une meilleure résistance aux forces horizontales et verticales. Pourtant, même elle ne sortirait pas indemne de la violence du choc. Prenez la tour Transamerica. Toutes les vitres et les parois en verre seraient soufflées par l'onde de choc que produirait l'impact. Elle resterait peut-être debout, mais les dégâts seraient colossaux. Béton cassé, éclaté, acier tordu, déformé. Car ce serait une explosion d'une force incroyable. D'après les estimations, un météore de ce type traverse l'atmosphère terrestre à peu près tous les 100 ans. L'événement de la Tunguska, qui date déjà de plus d'un siècle, est un rappel à la réalité. Vu l'extrême importance de l'enjeu, la NASA surveille de très près quelques 5000 astéroïdes potentiellement dangereux. Plus vaste qu'un terrain de football, ces rochers de l'espace pourraient s'aventurer à moins de 7 500 000 km de la Terre. L'agence spatiale a créé un site web où sont répertoriés les risques d'impact, une sorte de système d'alerte précoce, comme pour les tsunamis, tornades et ouragans. Quelques-uns ont des orbites qui croisent celles de la Terre. Tôt ou tard, ils croiseront notre orbite au mauvais moment et on sera percuté par un de ces géocroiseurs. Ça s'est déjà produit et ça se reproduira. Comme l'eau recouvre 75% de la surface de notre planète, un astéroïde a plus de probabilité de tomber en mer. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour autant. L'impact pourrait en effet déclencher des vagues 30 fois plus hautes que les récents tsunamis qui ont frappé le Japon et l'Indonésie. S'il se crache dans le tsunami qui cause le plus de dégâts, pas les vibrations de la croûte terrestre. La Terre ne pouvant vivre avec une telle épée de Damoclès, des technologies pointues sont actuellement élaborées pour prévenir une collision. Ma méthode préférée, c'est le tracteur de gravité. Il suffit de garer un vaisseau spatial à côté de l'astéroïde et d'utiliser l'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre pour modifier lentement sa trajectoire au cours des années et le détourner de la Terre. Comme pour toute catastrophe naturelle, le nerf de la guerre n'est autre que le temps, car organiser une contre-attaque peut prendre des années, voire des décennies. Et il existe des millions d'astéroïdes dangereux qui n'ont pas encore été détectés. C'est maintenant qu'on doit mettre au point des technologies pour aller sur les astéroïdes, pour comprendre leur composition et trouver comment les dévier afin d'éviter une collision catastrophique. L'avenir de notre planète est loin d'être assuré. Si nous ne tenons pas compte des avertissements, un rocher de l'espace pourrait se transformer en tempête qui décimerait l'humanité.
frappe subitement. Aujourd'hui, la météo prévoit une température de 480 degrés, une pluie continue d'acide sulfurique et une pression atmosphérique tellement élevée que le squelette humain n'y résistera pas. L'enfer sur Terre? Non. Juste une journée ordinaire sur Vénus. Mais selon les scientifiques, le climat vénusien offre un avant-goût de ce qui attend notre planète. L'effet de serre sur Terre va s'emballer. Ce n'est qu'une question de temps. Que se passerait-il si cela devait se produire demain? Ce serait terrible. Nous serions carbonisés et totalement écrasés. Notre système climatique est propre à la Terre. D'autres planètes connaissent des tempêtes qui dépassent l'imagination et subissent des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Mais cela pourrait-il arriver? Et si oui, pourrions-nous survivre à ces périls de l'espace? Imaginez, vous vous réveillez un matin sur une Terre complètement différente, soumise aux conditions météo infernales qui règnent sur Vénus. La situation n'a rien de réjouissant. En fait, pour nous, c'est même la fin du monde. Nos lacs et nos océans se mettent à bouillir et s'évaporent. Nos villes se transforment en brasiers géants. Nos monuments se dissolvent dans un torrent d'acide sulfurique. Si le climat vénusien gagnait subitement la Terre, on passerait une mauvaise journée. Un tel scénario paraît inconcevable. Pourtant, la plupart des scientifiques le tiennent pour inévitable. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent de comprendre comment les choses ont pris un tour aussi dramatique sur Vénus. C'est un aperçu peu rassurant de l'évolution à très long terme du climat sur Terre. Pour comprendre comment la machine climatique terrestre pourrait être touchée par un effet de serre galopant, il faut comprendre comment ce processus est survenu sur Vénus, une planète qui était initialement très semblable à la nôtre. Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil. Et on la surnomme parfois la sœur jumelle de la Terre, car elle a presque la même taille et possède une atmosphère nuageuse. Vue de l'espace, elle paraît en tout point pareille. Mais pour ce qui est de la météo, les deux planètes n'ont strictement rien de commun. La principale différence, c'est que Vénus possède une atmosphère bien plus épaisse. La température est de 480 degrés. C'est plus chaud qu'un four de boulanger et supérieur au point de fusion de l'étain et du plomb. On pourrait penser que s'il y fait si chaud, c'est parce que Vénus est plus proche du Soleil. Pourtant, si on prenait la Terre et qu'on la plaçait à la même distance de notre étoile, sa température globale ne s'élèverait que de 10 à 15 degrés. La chaleur n'empêcherait pas pour autant la vie de se développer. Ce qui rend Vénus bien plus chaude que la Terre, c'est l'épaisseur de son atmosphère. Sur Terre, l'air est un mélange gazeux léger. Sur Vénus, c'est une soupe épaisse et brûlante. La caractéristique de loin la plus importante est que l'atmosphère vénusienne est environ 100 fois plus dense que la nôtre. Cela conditionne toutes les facettes de son climat. L'atmosphère est tellement épaisse que marcher sur Vénus serait comme marcher sous l'eau. Essayer de se déplacer serait extrêmement difficile. On aurait un mal fou à avancer à travers l'atmosphère vénusienne. Bien que les vents de surface soient calmes sur Vénus, même une légère brise peut causer des problèmes. Les vents à la surface sont assez faibles. Ils soufflent à seulement quelques kilomètres à l'heure. Mais puisque la densité atmosphérique est 95 fois plus élevée, le vent à une vitesse donnée a 95 fois plus de force pour vous emporter. C'est un peu comme si vous étiez dans une rivière. Un vent de 10 à 15 km/h vous renverserait. Si vous partiez sur Vénus faire du tourisme, vous seriez sans doute pressé de visiter les sites.
Mais vous subiriez aussi un autre genre de pression à laquelle vous ne pourriez pas survivre. La pression à la surface équivaut à celle qui règne à 1000 mètres sous nos océans. Les plongeurs ne peuvent pas aller aussi profond sans être écrasés. Et c'est pareil sur Vénus. Prenez une masse de 100 kg et posez-la sur chaque centimètre carré de votre peau. En quelques secondes, vous serez écrabouillé comme une coquille d'œuf. Toutefois, la pression n'aurait peut-être pas le temps de vous tuer, car la chaleur vous ferait cuire avant. Sur Terre, le record absolu de température a été enregistré le 10 juillet 1913 dans la vallée de la Mort, quand le thermomètre est monté à 57 degrés Celsius. Mais cela serait même bien plus frais que le jour le plus froid sur Vénus. La température est de 420 à 480 degrés, autant que la température de pyrolyse de votre four. L'homme explore Mars depuis des années avec un succès remarquable. Mais sur Vénus, la chaleur extrême rend l'exploration pratiquement impossible. Sur Mars, on peut faire atterrir un robot et l'y laisser pendant 6 ans. Sur Vénus, faites atterrir ce même robot et il fondra. Les soudures des composants électroniques deviendraient liquides et se mettraient à couler. Et contrairement à la Terre où il règne une grande diversité de climats, sur Vénus, il est impossible d'échapper à la fournaise. L'atmosphère de Vénus est si épaisse que les conditions à la surface varient très peu entre l'équateur, les pôles, la phase diurne et la phase nocturne. Même quand il fait nuit, les roches rougeoient légèrement sous l'effet de leur propre chaleur. Vous les verriez briller d'une lueur rouge orangée tellement il fait chaud. Imaginons que la température sur Terre atteigne les 480 degrés. Alors que le thermomètre grimpe inexorablement, les villes du monde entier commencent à brûler. Bradbury avait raison, le papier s'enflamme à 451 degrés Fahrenheit, soit 232 degrés Celsius. Partout, les gratte-ciels se transforment en autant de tours infernales. Les pièces situées sur l'extérieur des bâtiments brûleraient le plus fort, car elles seraient les plus exposées à la fournaise environnante. Les façades se détacheraient et commenceraient à tomber. L'acier se met à ramollir et à perdre sa rigidité aux environs de 300 degrés. Alors que les incendies ravagent la planète, tous les bâtiments, des simples maisons jusqu'au gratte-ciel, brûlent et s'effondrent. Malgré sa température infernale et sa pression écrasante, Vénus présente une surface étonnamment calme et dégagée. Mais quand on s'élève dans les nuages, cette température et cette pression uniforme cèdent la place à des contrastes extrêmes de chaleur et de froid. Ils donnent naissance à des phénomènes rivalisant avec les plus violents orages terrestres. Les nuages au sommet de l'atmosphère vénusienne sont en superrotation. Ils font le tour de la planète en 4 ou 5 jours terrestres à une vitesse de 300 km/h. Un peu comme les ouragans sur Terre. La circulation sur Vénus provient du contraste entre le chaud et le froid. Le soleil tape sur la face éclairée, tandis que la face cachée ne reçoit aucun rayonnement solaire. C'est ce déséquilibre qui crée les vents violents qui tournent autour de la planète. Quand ils atteignent les pôles, ces vents engendrent l'un des phénomènes climatiques les plus étranges du système solaire. Un cyclone à 2 yeux. Les nuages vénusiens en superrotation ont une autre caractéristique déplaisante qui rendrait le port du parapluie totalement inutile. Les nuages vénusiens sont chargés d'acide sulfurique. Ils ne seraient pas très agréables pour les êtres humains. Il ne vaudrait mieux pas les traverser en avion avec les hublots ouverts. D'autant que lorsqu'il pleut, ces nuages libèrent de l'acide sulfurique presque pur.
Sur Terre, nous avons des centrales au charbon dont les émissions se dissolvent dans l'eau de pluie pour générer des pluies légèrement acides. Sur Vénus, les pluies acides dépassent l'entendement. Il fait si chaud sur Vénus que les pluies acides s'évaporent avant de toucher la surface. Mais que se passerait-il s'il pleuvait de l'acide sulfurique à la surface de la Terre? Une expérience consistant à mélanger de l'acide sulfurique et du sucre montre ce que cela donnerait sur le corps humain. J'ai de l'acide sulfurique dans ce récipient. Et ici, un composé organique riche en carbone, en hydrogène et en oxygène, à savoir du sucre, comme on en trouve dans n'importe quelle cuisine. Je vais y ajouter l'acide sulfurique qui va lui retirer son eau, le déshydrater et produire une violente réaction chimique. D'abord, je vais me protéger pour ne pas respirer les vapeurs. Verser l'acide sulfurique dans le sucre, comme je le fais maintenant, montre ce qui se passerait sur Vénus si l'acide sulfurique de l'atmosphère entrait en contact avec une forme de vie organique. Voilà, c'est mélangé. Je m'éloigne. L'acide sulfurique transforme le sucre en un serpent de carbone presque pur. S'il pleuvait un jour de l'acide sulfurique sur Terre, la plupart des êtres vivants seraient donc immédiatement changés en colonnes de carbone. Mais que deviendraient les villes et les monuments? Paris. Si un déluge corrosif d'acide sulfurique s'abattait sur la structure métallique de la Tour Eiffel. Quand l'acide sulfurique touche l'acier, il le transforme en sulfate de fer. Le sulfate de fer est friable, granuleux, il peut cristalliser, il est cassant et ne contribue aucunement à la solidité. Il se formerait une sorte de nuage vert autour de la Tour Eiffel à cause de cette grande quantité d'acide en train de se déverser. Ensuite, on commencerait à voir apparaître les premiers signes de défaillance dans les arcs qui soutiennent la structure. Et aussi une légère déformation. Certains rivets commenceraient à céder, et à ce moment-là, l'édifice se tordrait sous son propre poids, puis s'effondrerait. Vénus n'a pas toujours été en proie à cette chaleur terrible, cette pression écrasante et ces pluies d'acide sulfurique. À une certaine période, le climat était calme et l'eau abondante. Mais un processus s'est alors mis en route dont nous pouvons tirer une leçon cruciale pour l'avenir de la vie sur notre propre planète. À l'origine, il y avait de l'eau sur Vénus, avant qu'une catastrophe climatique ne la transforme en désert. Cette catastrophe est capitale pour comprendre son climat. Et pour bien le comprendre, il faut imaginer ceci. Une partie de l'histoire trouve peut-être ses racines dans les impacts géants que la Terre et Vénus ont toutes deux subis peu de temps après leur formation. Alors que la jeune Terre refroidissait, une planète de la taille de Mars l'a percutée avec une violence phénoménale. Cette collision a accéléré la vitesse de rotation de notre planète, dont l'immense noyau de fer liquide a créé un champ magnétique. Celui-ci la protège des dangereuses particules chargées émises par le Soleil. Sans lui, elle pénétrerait dans notre atmosphère et en emporterait la majeure partie. Vénus aussi a été frappée par un gigantesque corps céleste, mais avec un résultat très différent. L'impact a ralenti sa rotation à tel point qu'il lui faut 243 jours terrestres pour tourner une seule fois sur elle-même. Selon certains, cette lenteur explique pourquoi elle est dépourvue de champ magnétique.
Son absence de champ magnétique a largement contribué à en faire l'endroit invivable qu'elle est aujourd'hui. Après ces débuts violents, la Terre et Vénus ont refroidi pour donner des planètes très similaires, du moins au début. Il y a environ 4,5 milliards d'années, quand la Terre et Vénus se sont formées, elles étaient très semblables par leur masse et leur forme. Vénus devait alors ressembler au volcan hawaïen Kilauea, mais n'étant pas protégée par un champ magnétique, son atmosphère était à la merci des particules solaires chargées. Celles-ci ont décomposé sa vapeur d'eau, séparant l'hydrogène de l'oxygène, puis dispersant l'hydrogène dans le cosmos. Les molécules d'eau ont éclaté, l'hydrogène a été emporté, l'oxygène s'est lié au carbone pour faire du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant un puissant gaz à effet de serre, plus de dioxyde de carbone veut dire plus de chaleur. Vénus a fini par franchir un seuil critique. Elle est devenue trop chaude pour que l'eau puisse exister à sa surface. Que se passerait-il si la Terre franchissait elle aussi ce seuil? Le lac Michigan à Chicago. Comme la température s'élève vers le point d'ébullition, cette vaste étendue d'eau vit ses dernières heures. À haute température, l'eau bout très vite. Arrivé aux environs de 300 degrés, il n'y a plus grand-chose qui puisse l'empêcher de faire et de s'évaporer. Le lac Michigan se transformerait en un immense et épais nuage. Vénus a passé ce seuil critique il y a peut-être plus de 3 milliards d'années en raison d'un effet de serre galopant. La température a continué de grimper pour atteindre finalement 480 degrés. Depuis, le climat est resté torride. Mais il y a 600 millions d'années, Vénus a subi un autre cataclysme planétaire. Une série d'éruptions volcaniques si monumentales qu'elles ont entièrement redessiné son visage. On pense qu'il y a 600 millions ou 1 milliard d'années, il y a eu une libération massive d'énergie volcanique à la surface. Le magma, s'échappant des fissures, a remodelé toute la planète. Comment cela a-t-il pu se produire? Tout s'explique par l'absence d'eau. Sur Terre, les continents flottent sur le manteau liquide, créant des rifts et des volcans par lesquels s'évacue la chaleur interne dans un processus continu qu'on appelle la tectonique des plaques. Mais cela nécessite de l'eau. Sur Terre, ce mécanisme est facilité par l'eau liquide présente dans les océans et dans les roches qui forment la croûte terrestre. Sur Vénus, on n'a pas cette hydratation de la croûte qui rend possible la tectonique des plaques. Tous les quelques millions d'années, il peut donc y avoir un gigantesque vomissement de lave en fusion qui remodèle toute la surface de la planète. Mais cette catastrophe n'a pas fait que modifier l'aspect de Vénus. Elle a rendu l'environnement encore plus hostile. Quand on recouvre toute une planète de lave, on émet d'immenses quantités de gaz nocifs dans l'atmosphère. C'est sans doute cet événement qui a donné à Vénus les caractéristiques qu'on lui connaît aujourd'hui. Certains disent que Vénus est une sinistre anticipation de ce qui pourrait arriver chez nous si le réchauffement climatique actuel conduisait à un emballement de l'effet de serre. Mais même si nous pouvions résoudre ce problème, le Soleil est lui-même voué à se réchauffer pendant des centaines de millions d'années. De ce fait, il est probable que la Terre subira le même sort que Vénus. L'effet de serre sur Terre va s'emballer à mesure que le Soleil deviendra plus lumineux et on prendra le même chemin que Vénus. Mais pas tout de suite. Ça se produira dans 100 à 500 millions d'années. Le climat vénusien est un aperçu de ce qui va arriver sur Terre. Dans un avenir très lointain, nous devrons affronter les mêmes conditions que Vénus actuellement. Heureusement, nous n'avons pas à les affronter aujourd'hui.
Car si c'était le cas, nos lacs et nos océans disparaîtraient, nos bâtiments se liquéfieraient, nos monuments s'effondreraient. Mais le fait qu'un emballement de l'effet de serre soit même théoriquement possible sur notre planète